Histoire 3 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole, veuillez visiter LibriVox.org. Nouvelles de Lucy Maud Montgomery 1896-1901 par Lucy Maud Montgomery. Une erreur de Noël. Demain, c'est Noël, annonça Teddy Grant avec exaltation alors qu'il était assis par terre, luttant vaillamment avec un lacet récalcitrant qui était noué, sans embout, et refusait obstinément de passer dans les œillets des bottes rapiécées de Teddy. N'est-ce pas que je suis content, hurrah! Sa mère lavait la vaisselle du petit déjeuner d'une manière morne et apathique. Elle avait l'air fatiguée et découragée. L'enthousiasme de Ted semblait l'irriter, car elle répondit sèchement « Noël, en effet. Je ne vois pas ce qu'il y a à fêter. D'autres personnes peuvent être suffisamment contentes, mais avec l'hiver qui approche, je préférerais que ce soit le printemps plutôt que Noël. Mary Alice, s'il te plaît, sors cet enfant des cendres et mets-lui ses chaussures et ses chaussettes. Tout semble sans dessus-dessous ici ce matin. » Keith, l'aîné des garçons, était enroulé sur le canapé, travaillant calmement sur des problèmes d'algèbre, tout à fait inconscient du bruit autour de lui, mais il leva les yeux de son ardoise avec son crayon suspendu au-dessus d'une équation récalcitrante, pour déclamer avec emphase. Noël ne vient qu'une fois par an, et ensuite maman souhaite qu'il ne soit pas là. Je ne le pense pas, dit Gordon, le fils numéro 2, qui préparait son propre déjeuner de pain et de mélasse à table, en faisant un désordre atroce de miettes et de sirop sucré partout. Je sais une chose pour laquelle être reconnaissant, pas d'école. On aura une semaine entière de vacances. Gordon était connu pour son aversion pour l'école et son affection pour les vacances. Et nous allons avoir de la dinde pour le dîner, déclara Teddy, se levant du sol et se précipitant pour s'assurer sa part de pain, de mélasse, de sauce aux canneberges et de gâteau 4/4. N'est-ce pas, maman? Non, vous ne l'êtes pas, dit Madame Grant, lâchant désespérément le torchon et attrapant le bébé sur ses genoux pour essuyer la croûte de cendre et de mélasse du visage joufflu rose et blanc. Vous feriez bien de le savoir maintenant, les enfants. Je vous l'ai caché jusqu'à présent dans l'espoir que quelque chose se produirait, mais rien ne s'est passé. Nous ne pouvons pas avoir de dîner de Noël demain. Nous ne pouvons pas nous le permettre. J'ai économisé et fait des sacrifices de toutes les manières possibles le mois dernier, espérant pouvoir vous acheter une dinde malgré tout. Mais vous devrez vous en passer. Il y a cette facture du médecin à régler, et plein d'autres qui arrivent. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas attendre. Je suppose qu'ils ne peuvent pas, mais c'est dur, je dois dire. Les petits Grant restaient bouche bée et les yeux horrifiés. Pas de dinde pour Noël. Le monde touchait-il à sa fin? Le gouvernement n'interviendrait-il pas si quelqu'un osait se passer d'une célébration de Noël? Le gourmand Teddy enfouit ses poings dans ses yeux et éleva la voix. Keith, qui comprenait mieux que les autres l'expression sur le visage de sa mère, prit son jeune frère en pleurs par le col et le conduisit dans le porche. Les jumeaux, voyant la procédure sommaire, ont réprimé les cris qu'ils avaient l'intention de pousser, bien qu'ils n'aient pas pu empêcher quelques grosses larmes de couler sur leurs joues potelées. Madame Grant regarda avec pitié les visages déçus autour d'elle. « Ne pleurez pas, les enfants, vous me faites sentir encore plus mal. Nous ne sommes pas les seuls à devoir nous passer d'une dinde de Noël. Soyons reconnaissants d'avoir quelque chose à manger. Je n'aime vraiment pas vous décevoir, mais malheureusement, nous ne pouvons rien y faire. »« Ne t'en fais pas, maman, » dit Keith d'un ton réconfortant, relâchant sa prise sur la porte du porche, qui s'ouvrit soudainement et précipita Teddy, qui tirait sur la poignée, cul par-dessus tête en arrière. « On sait que vous avez fait de votre mieux. Ça a été une année dure pour vous, mais attendez un peu. Je serai bientôt adulte. Et alors toi et ces jeunes gourmands vous régalerez de dinde tous les jours de l'année. »« Bonjour, Teddy. Es-tu de nouveau sur pied? Attention, monsieur, plus de pleurnicherie quand je serai un homme, annonça Teddy avec dignité. J'aimerais bien te voir me mettre dans le porche, et je compte bien manger de la dinde tout le temps, et je ne t'en donnerai pas non plus. Très bien, petit garçon gourmand. Va maintenant à l'école et qu'on n'entende plus un seul couinement de ta part. Allez, tous filer.
et donner à mère une chance de terminer son travail. Madame Grant se leva et se mit à faire la vaisselle avec un visage plus lumineux. Eh bien, ne cédons pas. Peut-être que ça ira mieux après un moment. Je vais préparer un pudding au pain célèbre et tu pourras faire bouillir du caramel à la mélasse et demander au petit Smithson d'à côté de t'aider à les tirer. Ils ne se plaindront pas d'avoir de la dinde, j'en suis sûre. Je doute qu'ils aient déjà goûté ça dans leur vie. Si je pouvais me le permettre, je les aurais tous invités à dîner avec nous. Ce sermon que M. Evans a prêché dimanche dernier m'a un peu remué. Il a dit que nous devrions toujours essayer de partager notre joie de Noël avec des âmes pauvres qui n'ont jamais appris le sens du mot. Je ne peux pas faire autant que je le voudrais. C'était différent quand votre père était en vie. Le groupe bruyant se tut, comme toujours quand leur père était mentionné. Il était mort l'année précédente, et depuis, la petite famille avait traversé des moments difficiles. Keith, pour cacher ses sentiments, a commencé à harceler les autres. Mary Alice, dépêche-toi de monter ici, vous deux petits enquiquineurs. Allez à l'école, sinon vous serez en retard et alors le maître vous donnera une fessée. Il ne le fera pas, répondit l'irrépressible Teddy. Il ne nous fouette jamais, n'est-ce pas? Il nous fait parfois rester debout, ajouta-t-il, se souvenant des nombreuses fois où ses jambes potelées avaient été vues à meilleur avantage sur l'estrade de l'école. Cet homme, dit Madame Grant en faisant allusion au professeur, me rend nerveuse. C'est la créature la plus distraite que j'ai jamais vue de ma vie. Je m'étonne qu'il ne marche pas directement dans la rivière. Un jour, vous le rencontrerez en train de flâner dans la rue, le regard perdu dans le vide, et il ne vous verra jamais, ni n'entendra la moitié de ce que vous dites. Hier, dit Gordon en se remémorant en riant, il est entré avec un grand morceau de papier qu'il avait ramassé sur le sol de l'entrée dans une main et son chapeau dans l'autre, et il a fourré son chapeau dans le seau à charbon et a accroché le papier à un clou aussi sérieusement que possible. Il n'a jamais remarqué la différence jusqu'à ce que Ned Slocum le lui dise. Il fait souvent des choses comme ça. Kit avait rassemblé ses livres et emmenait maintenant ses frères et sœurs à l'école. Laissée seule avec le bébé, Madame Grant se mit à son travail avec un cœur lourd, mais une seconde interruption interrompit le progrès de sa vaisselle. « Je déclare, dit-elle avec un regard surpris à travers la fenêtre, si ce n'est pas cet instituteur distrait qui traverse la cour, que peut-il bien vouloir? Mon Dieu, j'espère que Teddy n'a pas encore fait des bêtises à l'école, car la dernière visite du professeur remontait à octobre et avait été causée par le fait que l'irrépressible Teddy persistait à aller à l'école avec ses poches remplies de criquets vivants et à les faire courir attachés à des ficelles dans l'allée quand le professeur avait le dos tourné. Toutes les méthodes douces de punition ayant échoué, l'enseignant avait demandé à parler avec Madame Grant, avec le résultat heureux que le comportement de Teddy s'était amélioré, du moins en ce qui concerne les grillons. Mais il était temps pour une autre crise. Teddy avait été anormalement sage pendant trop longtemps. La pauvre Madame Grant craignait que ce ne soit le calme avant la tempête, et c'est avec une hâte nerveuse qu'elle alla à la porte et salua le jeune enseignant. C'était un jeune homme mince, pâle, à l'air juvénile, avec un regard distrait et pensif dans ses grands yeux sombres. Madame Grant remarqua avec amusement qu'il portait un chapeau de paille blanc malgré la saison. Ses yeux étaient fixés sur son visage avec son regard habituel, distrait. Comme s'il regardait à travers moi quelque chose à 1000 kilomètres, dit Madame Grant. Ensuite, je crois qu'il le faisait vraiment. Son corps était là sur la marche devant moi, mais où était son âme, c'est plus que vous, moi ou quiconque ne peut le dire. Bonjour, dit-il distraitement. Je suis juste passé en allant à l'école avec un message de Madame Miller. Elle veut que vous veniez tous pour le dîner de Noël chez elle demain. Pour l'amour du ciel, dit Madame Grant, perplexe, je ne comprends pas. Elle pensa pour elle-même. J'aimerais oser le prendre et le secouer pour voir s'il marche en dormant ou non. Vous et tous les enfants, chacun continua le professeur d'une manière rêveuse, comme s'il récitait une leçon apprise à l'avance. Elle m'a dit de vous informer d'être assurément sûr et calme. Dois-je dire que vous le ferez? Oh oui, c'est-à-dire, je suppose que je ne sais pas, dit Madame Grant de manière incohérente. Je ne m'y attendais pas.
Oui, vous pouvez lui dire que nous viendrons, conclut-elle brusquement. Merci, dit le messager distrait avec gravité, soulevant son chapeau et regardant fixement à travers madame Grant vers des régions inconnues. Lorsqu'il fut parti, madame Grant entra dans la pièce et s'assit en riant d'une manière quelque peu hystérique. Je me demande vraiment si tout va véritablement bien. Cornelia aurait-elle vraiment pu lui dire? Elle a dû le faire, je suppose, mais c'est suffisant pour couper le souffle. Dame Grant et Cornelia Miller étaient cousines et avaient autrefois été les plus proches amies. Mais c'était il y a des années, avant que des rapports malveillants et des commérages de mauvais goût ne s'immiscent entre elles, créant d'abord une petite fissure qui s'est rapidement élargie en un gouffre de froideur et d'aliénation. Par conséquent, cette invitation a beaucoup surpris madame Grant. Madame Cornelia était une demoiselle d'âge mûr, avec un bon compte en banque et une belle maison ancienne sur la colline derrière le village. Elle hébergeait toujours les enseignants de l'école et s'occupait d'eux avec soin maternel. Elle était très active à l'église et un pilier pour les ministres en difficulté et leurs familles. Si Cornelia a finalement jugé bon de tendre la main de la réconciliation, je suis bien contente de la saisir. Dieu sait que j'ai souvent voulu me réconcilier, mais je ne pensais pas qu'elle le ferait un jour. Nous avons toutes les deux trop de fierté et d'entêtement. C'est le sang des Turner en nous qui fait cela. Les Turner étaient tous si obstinés, mais je compte faire ma part maintenant qu'elle a fait la sienne. Et madame Grant a lancé une dernière attaque sur la vaisselle avec un visage rayonnant. Quand les petits Grant sont rentrés et ont entendu la nouvelle, Teddy a fait le poirier pour montrer sa joie. Les jumeaux se sont embrassés, et Mary Alice et Gordon ont dansé dans la cuisine. Keith se croyait trop grand pour montrer de la joie à l'idée d'un dîner de Noël, mais il sifflait en faisant les corvées jusqu'à ce que le ciel nu dans la cour résonne, et Teddy, malgré des méfaits inédits, n'a pas été envoyé au porche. Une fois, lorsque le jeune enseignant revint de l'école ce soir-là, il découvrit la maison jaune inondée de toutes sortes de parfums délicieux. Madame Cornelia en personne confectionnait des tourtes à la viande selon la célèbre recette familiale, tandis que sa vieille et fidèle servante Anna versait la gelée de canneberge dans des moules. La porte du garde-manger ouverte montrait un éventail alléchant de délices de Noël. « Vous avez appelé et invité les Smithson à dîner comme je l'ai demandé ?» demanda madame Cornelia anxieuse. « Oui, répondit-il rêveusement en traversant la cuisine avant de disparaître dans le couloir. Madame Cornelia pinça délicatement les bords de ses tartes avec un air soulagé. « J'ai fait en sorte qu'il l'oublie, dit-elle. Vous devez le surveiller comme s'il n'était qu'un simple enfant. Ne l'ai-je pas surpris hier en train de partir pour l'école en chaussons, et malgré moi, il est parti aujourd'hui avec ce ridicule chapeau d'été. Tu ferais mieux de mettre cette gelée dans le garde-manger pour qu'elle refroidisse, Anna. Ça a l'air bon. Nous offrirons à ces pauvres petits Smithson un festin pour une fois dans leur vie, et s'ils n'en ont jamais un autre. » À ce moment, la porte du hall s'ouvrit brusquement et M. Palmer apparut sur le seuil. Il semblait très agité, et pour une fois, ses yeux avaient perdu leur regard scrutateur de l'espace. « Madame Miller, j'ai bien peur d'avoir fait une erreur ce matin. Il vient de me venir à l'esprit, je suis presque sûre, que je suis allée chez madame Grant et que je l'ai invitée, elle et sa famille, au lieu des cousins Smithsonian, et elle a dit qu'ils viendraient. » Le visage de madame Cornelia était une étude, monsieur Palmer, dit-elle, brandissant tragiquement son fer à friser. Voulez-vous dire que vous êtes allé inviter Linda Grant ici demain? Linda Grant, parmi toutes les femmes du monde. Je l'ai fait, dit l'enseignant avec une misère pénitente. C'était très négligent de ma part. Je suis vraiment désolé. Que faire? Je descends et leur dis que j'ai fait une erreur si vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ça, gémit madame Cornelia, s'asseyant et fronçant les sourcils dans une perplexité extrême. Cela ne fonctionnerait jamais dans le monde. Laissez-moi réfléchir un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle Cornelia réfléchissait manifestement très bien, car son front se détendit progressivement à mesure que ses pensées avançaient et son visage s'illumina de plus en plus. Puis, elle se leva rapidement. « Eh bien, vous l'avez fait sans erreur. Je ne sais pas si je le regrette. Quoi qu'il en soit, nous allons laisser les choses ainsi. Mais vous devez descendre immédiatement et inviter les Smithson aussi. Et pour l'amour du ciel, ne faites plus d'erreur. »
Quand il fut parti, Madame Cornelia ouvrit son cœur à Anna. « Je n'aurais jamais pu le faire moi-même, jamais. Le Turner est trop fort en moi, mais je suis contente que ce soit fait. J'ai voulu pendant des années me réconcilier avec Linda et maintenant l'occasion s'est présentée, grâce à ce garçon béni et maladroit. Je compte bien en profiter au maximum. Attention, Anna, ne dis jamais que c'est une erreur. Linda ne doit jamais le savoir. » Pauvre Linda, elle a eu des moments difficiles. « Anna, nous devons faire d'autres tartes et je dois aller directement au magasin pour acheter plus de choses pour le Père Noël. Je n'en ai assez que pour les Smithson. » Lorsque Madame Grant et sa famille arrivèrent à la Maison Jaune le lendemain matin, Madame Cornelia elle-même sortit en courant, tête nue, pour les accueillir. Les deux femmes se serrèrent la main un peu raide, puis un flot d'affection longtemps réprimé jaillit d'une source secrète dans le cœur de Madame Cornelia, et elle embrassa tendrement sa nouvelle vieille amie retrouvée. Linda rendit le baiser avec chaleur, et toutes deux sentirent que leur ancienne amitié leur appartenait à nouveau. Les petits Smithson sont tous venus, et ils se sont assis, avec les petits Grant, dans la longue et lumineuse salle à manger pour un dîner qui a marqué l'histoire de leur petite vie, et qui a été revécu dans leurs rêves heureux pendant des mois. Comme ces enfants ont mangé avec appétit et comme Mademoiselle Cornelia rayonnante, Anna au visage sévère mais au cœur tendre, et même l'enseignant distrait ont pris plaisir à les voir. Après le dîner, Mademoiselle Cornelia distribua aux petites âmes ravies les cadeaux qu'elle avait achetés pour elles, puis les laissa libres dans la grande cuisine étincelante pour faire un tirage de caramel, et elles en profitèrent pleinement. Quant à l'état choquant et collant de caramel dans lequel ils ont mis leur propre visage rose et ce domaine autrefois immaculé, eh bien, comme Mademoiselle Cornelia et Anna n'en ont jamais dit un mot, je ne le ferai pas non plus. Les quatre femmes ont profité de l'après-midi à leur manière, et l'instituteur s'est plongé dans l'algèbre à sa grande satisfaction. Quand ses invités rentrèrent chez eux sous le ciel étoilé de décembre, Madame Cornelia les accompagna un moment et eut une longue discussion avec Madame Grant. À son retour, elle trouva Anna en train de gémir dans la cuisine et l'instituteur, rêveur, essayant de nettoyer de la mélasse sur ses bottes avec la brosse à cheveux de la cuisine. La pauvre Madame Cornelia, après avoir récupéré ses affaires, envoya Monsieur Palmer au bûcher pour trouver la brosse à chaussures, puis elle s'assit et se mit à rire. « Anna, que va-t-il advenir de ce garçon? On ne peut jamais prévoir ce qu'il fera ensuite. Je ne sais pas comment il s'en sortira dans le monde, j'en suis sûre, mais je veillerai sur lui tant qu'il sera ici. Au moins, je lui dois une immense gratitude pour cette bévue de Noël. Quel désordre affreux règne ici. Mais Hannah, as-tu déjà observé quelque chose d'aussi adorable que le jeune Tommy Smithson se régalant de gâteaux aux prunes? Sans parler de Teddy Grant, cela m'a fait du bien, rien que de les voir. » Enregistrement de E-Book of a Christmas Mistake par Tricia G.